prie. Bonsoir à tous. C'est un très grand honneur que nous fait le Président de la République de clore cette magnifique journée du BIG 2019. Je vous rappelle que 52 000 Français entrepreneurs se sont inscrits pour cette belle journée, que les 3 000 salariés de BPI France étaient là pour les accueillir, un moment tout à fait magique, et nous vous en remercions. Merci donc au Président de la République qui va s'exprimer devant vous. J'ai obtenu la permission du Président de rappeler une anecdote qui était que il y a 4 ans, Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, se produisait exactement sur cette scène, devant vous, et respectant la règle de cet exercice, qui est de parler 7 minutes, règle qu'a respectée Bruno tout à l'heure, Emmanuel a déclaré créer sa start-up. Et sa start-up, c'était le mouvement En Marche. Et qui aurait pu imaginer qu'il s'exprimerait aujourd'hui comme président de la République avec tout votre soutien. Je te passe la parole. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous. J'arrive juste de Lyon. On était pour le Fonds mondial et où on a réussi à mobiliser les financements publics et privés. Je croisais d'ailleurs quelques entrepreneurs lyonnais dont je reconnais les visages ici, donc je vois qu'ils ont fait également le voyage. Et j'avais pris en effet l'engagement de vous retrouver ce soir. J'avais pris cet engagement parce que c'était important pour moi de revenir dans cet endroit dont je me souvenais et de pouvoir vous dire quelques mots dans ce moment que vit notre pays. Alors vous venez de tous les secteurs, de toutes les régions, mais vous avez un point commun. Toutes et toutes, vous avez, à un moment donné, pris des risques. Pour beaucoup d'entre vous, vous continuez à en prendre chaque jour et vous constituez véritablement une part considérable de l'énergie, de la chance, de la force de notre pays. Et je veux que vous mesuriez cela et je voulais partager avec vous quelques convictions pour vous dire ce qu'on a fait avec le gouvernement depuis 2 ans et demi, bientôt maintenant, avec la Caisse des dépôts et consignations, avec BPI, mais aussi tout l'écosystème qu'il y a autour de vous. Je voyais Frédéric Oudéa qui intervenait à l'instant et qui expliquait le rôle justement de sa banque et de cet écosystème financier. Mais vous expliquez où on en est, ce qu'on compte faire et en quoi échanger avec vous quelques convictions était important pour moi aujourd'hui. Si on regarde les choses, notre pays se tient plutôt bien dans un environnement plutôt morose. La croissance mondiale n'est pas formidable. On a des tensions commerciales un peu partout qui font plutôt du mal à tout le monde. La tension entre les États-Unis et la Chine, les doutes européens, la lenteur de beaucoup, en général. Et nous, on a décidé d'accélérer très fort depuis un peu plus de 2 ans pour faire. Bilan des courses, quand je regarde les choses en nous comparant, la croissance française se tient bien. C'est la 2e fois en 10 ans qu'on est au-dessus de la moyenne de la zone euro et surtout de nos amis et partenaires allemands, ce qui veut dire quelque chose, après plusieurs années où ça a été le contraire. On est à nouveau attractif, et ce n'est pas simplement le Brexit qui l'explique, c'est la dynamique collective. On recrée de l'emploi industriel pour la première fois depuis plus de 10 ans, partout dans le pays. On crée de plus en plus de nouvelles entreprises, là aussi en atteignant des chiffres records. On lève de plus en plus d'argent pour les financer, et pas simplement dans les premiers stades de développement. Et donc il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui est plutôt adverse ou mou, un oasis d'attractivité, de productivité et de retour à un fort investissement. Je regarde les 2 dernières années, nous avons un investissement qui a doublé par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. On se tient entre 4 et 4,5% d'augmentation de notre investissement productif, ce qui est là aussi un élément très fort pour nous tous. Ces chiffres que je dis là, c'est notre économie et c'est vous qui la faites.
partout sur les territoires. Ces chiffres se font dans les métropoles, pas simplement à Paris, les métropoles de la France entière. Et c'est vrai qu'il y a une forte concentration dans certains secteurs du fait métropolitain, mais aussi, selon les secteurs dont on parle, en irriguant de plus en plus l'ensemble de nos territoires. Alors, pour réussir à ça, quelle a été la stratégie en quelques mots qu'on a adoptée, qu'on va continuer à adopter avec vous? C'est au fond essayer de répondre à vos défis, à ce que moi j'ai toujours entendu, quelles que soient les situations de ma vie, lorsque j'échangeais avec des entrepreneurs. C'est difficile d'embaucher, soit parce que j'ai peur ou je ne trouve pas des ressources. C'est difficile de me financer ou de croître aussi vite que mes concurrents européens. Et au fond, tout est trop compliqué. On a essayé de répondre à ces 3 agendas. Le premier, en ayant un vrai engagement pour le capital humain. Une entreprise, vous le savez bien, mieux que personne, elle tient par les femmes et les hommes qui la font. L'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui la porte, d'abord et avant tout, mais c'est toujours un collectif, on ne réussit pas seul. Et donc, par les femmes et les hommes qu'on arrive à embaucher, à convaincre, à former. Et tout l'agenda qui a été poursuivi depuis 2 ans repose pour partie sur ce sujet. Ça a été les ordonnances travail dès le début, ça a été la réforme de l'assurance chômage passée cet été qui rentre en vigueur au 1er novembre, avec des éléments très transformants, assez radicaux, pour conduire à inciter davantage à aller vers l'emploi, à faciliter l'embauche, à sécuriser la relation de travail et donc à lever beaucoup des verrous qu'il y avait pour recruter plus simplement. Ça a été aussi investir dans le capital humain dans les quartiers qui sont les plus en difficulté avec la mise en place de ce qu'on a appelé les emplois francs, en disant on enlève les charges, les contraintes qu'il y a quand vous êtes prêt à embaucher, quelle que soit d'ailleurs la nature du contrat ou de l'âge, un jeune qui vient d'un quartier en difficulté. Ce n'est pas assez connu ce dispositif, des emplois francs. Ça a été tous les dispositifs pour faire que chacun vive mieux de son travail, ça c'est le volet incitatif, avec la transformation du CICE en allègement de charges, transparent, pérenne, qu'on peut faire figurer du coup beaucoup plus haut dans le résultat, ce qui permet derrière d'aller chercher des financements avec l'allègement de charges ainsi obtenu, et avec également la prime d'activité qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat du salarié, de rendre le travail plus attractif sans nuire à la compétitivité de l'entreprise. En disant, ce n'est pas l'entreprise qui va augmenter le SMIC ou payer plus cher, c'est l'État, parce qu'on considère qu'il faut récompenser le travail, mais accompagner aussi le pouvoir d'achat qui prend ce différentiel. Et puis, c'est un énorme travail qu'on lance depuis 2 ans de transformation de notre système d'apprentissage, d'alternance, de formation continue. D'abord, en changeant les règles et en les simplifiant. Ça fait des décennies que tous les gouvernements prenaient des engagements en disant on va faire 400 000, 500 000 apprentis par an. C'était jamais tenu. Les règles étaient très compliquées, elles n'étaient pas faites pour les entrepreneurs, quel que soit le secteur. Les enseignements n'étaient pas les bons, les contraintes au quotidien n'étaient pas les bonnes. L'apprenti qui allait dans la boulangerie n'avait pas le droit de commencer avant 8h30 du matin. L'apprenti qui allait dans la restauration n'avait pas le droit de finir après 20h. L'apprenti qui allait dans tel secteur du bâtiment n'avait pas le droit de prendre tel risque. Plein de choses qui vous rendaient un peu fou et surtout qui étaient mauvais parce que nos jeunes n'étaient pas pris en apprentissage. À côté de ça, on avait une autre absurdité du système qui est qu'on formait plutôt bien dans les entreprises. C'est la taxe que vous payez, je pense, presque tous pour ça et que payent nos entreprises et qui fait que mieux on était formé, plus on était dans une grosse entreprise, plus on recevait une formation, plus ou moins utile. Mais on ne formait pas les demandeurs d'emploi. Et donc, on ne formait jamais les jeunes décrocheurs et les chômeurs de longue durée. Les réformes qu'on a passées ont consisté à simplifier tout ça, changer drastiquement les règles de l'apprentissage, de l'alternance, de la formation continue, remettre les branches professionnelles au cœur pour qu'elles soient prescriptrices et qu'elles co-décident des règles, qu'elles changent les choses pour que ce soit plus simple pour vous, simplifier les financements. Il y avait 4 financements, personne n'allait les chercher. Quand un entrepreneur bossait au quotidien, il n'avait pas le temps d'aller chercher les 4 financements pour son apprenti. Il n'y en a plus qu'un, beaucoup plus simple. Et derrière également, simplification des dispositifs de formation et évaluation. Et puis en parallèle de ça, nous avons mis 15 milliards d'euros pour financer ces formations. Et en particulier, financer des formations pour des jeunes décrocheurs, au moins 1 million d'entre eux, et au moins 1 million de chômeurs de longue durée.
L'ensemble de ces mesures commence à porter ses fruits, c'est timide, mais c'est pour répondre à vos demandes qui étaient de dire « c'est trop compliqué d'embaucher, je ne trouve pas les bonnes compétences » ou « c'est pas assez incitatif de venir bosser dans mon entreprise ». Ces verrous sont levés, la mise en œuvre et l'application complète se fera au 1er novembre pour la réforme assurance chômage. Nous, on investit de plus en plus à un niveau historique pour former ceux qui en ont besoin. Maintenant, on a besoin que vous continuiez à pousser, à bien formuler vos demandes, à nous aider à avoir de la visibilité au plus tôt pour qu'on puisse orienter les formations et à continuer à embaucher. Ça, c'est le capital humain. Là-dessus, toutes les idées supplémentaires qu'il peut y avoir, je suis preneur, parce qu'à chaque fois qu'on n'embauche pas un jeune alors qu'il y aurait une opportunité ou un chômeur de longue durée, à chaque fois que vous renoncez à faire une embauche pour telle ou telle raison, c'est une perte d'opportunité pour vous et pour moi. Énorme. Ensuite, la deuxième chose, c'était de nous dire c'est trop compliqué de se financer en France. C'est beaucoup plus simple de se financer chez les Allemands, chez d'autres, le système n'est pas incitatif. Là-dessus aussi, nous avons pris nos responsabilités. D'abord, par la fiscalité. Et donc, on l'a fait en passant, dès le début du quinquennat, des choses qui étaient depuis longtemps demandées, qui fait qu'on n'était pas compétitif sur le plan européen, la suppression de l'ISF pour tous les investissements dans l'économie et le financement de l'économie, la mise en œuvre d'une flat tax pour tous les gains en capitaux, qui nous a permis de revenir à un niveau de compétitivité pour la fiscalité sur les dividendes, les perceptions de tous les flux sur capitaux dans l'entreprise. Ces transformations, elles étaient, moi je m'en souviens, quand on a fait la première édition de Big, jugées impensables. Beaucoup, quand j'étais en campagne, me disaient « c'est sympathique, c'est sans doute une promesse pour nous faire plaisir, music to my ear, comme dirait l'autre, mais vous ne le ferez pas. » On l'a fait. Et derrière, il faut que la confiance s'enclenche, continue à le faire. On voit les résultats qui sont là, on voit les retours de capitaux qui sont là, on voit aussi de la mobilisation, mais ça se tiendra dans la durée, parce que ce changement de notre fiscalité sur le capital productif, c'est une possibilité donnée à nos entreprises de réinvestir plus vite dans l'économie productive, de croître davantage, de mobiliser des financements. On va le continuer en se mobilisant pour aider les banques et les assurances à investir davantage en capital. La mère des batailles dans les prochaines années pour nous tous, pour ce deuxième pilier, c'est faire que ces réservoirs de financement que sont les banques et les assurances puissent faire davantage en capital. Ça, c'est la bataille sur la régulation. C'est un peu technique, mais on va continuer à la mener parce qu'au fond, les anglo-saxons qui avaient créé la crise il y a un peu plus de 10 ans ont réussi à nous faire payer par des régulations qui ne gênent pas les acteurs de marché, mais gênent beaucoup les banques et les assurances pour financer l'économie réelle. Et notre Europe, aujourd'hui, elle a énormément d'épargne, mais cette épargne n'est pas mise au bon endroit. Il faut collectivement qu'on la réoriente pour aller vers le risque, vers les entrepreneurs, vers le financement, justement, de l'entrepreneuriat et aussi, ce qui est le plus gourmand en capital, de l'innovation et de l'innovation de rupture. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est ce que fait la BPI sur les premières étapes. C'est ce que fait l'écosystème français de plus en plus, je le disais. On lève de plus en plus et des tickets de plus en plus grands. C'est ce qu'on a réenclenché aussi en mobilisant beaucoup d'acteurs de la place il y a quelques semaines pour l'écosystème français, en réorientant justement des premiers fonds vers des levées plus importantes de tickets. C'est ce qu'on veut faire sur tous les financements Deep Tech. Mais pour aller plus loin maintenant, il faut qu'on bouge sur la régulation et sur des nouvelles enveloppes en mobilisant là aussi notre écosystème. Et donc, on continuera à être mobilisé. Cette bataille pour le financement du capital, de l'innovation, de l'investissement est absolument essentielle. Je le dis aussi à tous nos grands groupes qui ont commencé cette mutation. On a une grande force qui est le CAC 40. Plus le CAC 40 s'engage à investir en capital dans les entrepreneurs, start-up, ETI, PME de France entière, plus il fertilise son propre réseau, plus il crée de la croissance, plus il nous met dans une forme d'économie vertueuse.
Et donc cette mobilisation va se poursuivre là aussi dans les prochains mois de manière très forte. Et puis le troisième levier, ce que vous réclamiez et que vous continuez à réclamer, c'était faire plus simple. C'est de dire on a besoin, au fond, de lever les verrous, d'être plus libre. Alors je le disais, ces verrous, on les a levés largement sur le marché du travail. Et on les a levés, et tout ça n'a parfois pas été, à mes yeux, assez entendu, compris, perçu. Mais entre ce qu'on a fait sur les ordonnances travail, la loi Pacte qui a été portée par le ministre de l'économie et des finances, c'est une révolution de tout ce qu'on appelait les seuils. Et je voudrais au fond que vous reteniez quelques éléments très simples de ce qu'on a fait sur les seuils. D'abord, on a harmonisé pour la première fois les seuils. Il y avait des seuils à tous les étages. On découvrait quand on passait 20, puis parfois 70, selon qu'on parlait de l'hygiène, de la réglementation, de l'établi qu'on met là. Il y avait des seuils à tous les étages. Il n'y en a plus que 3. Il n'y en a plus que 3. Donc on les a énormément harmonisés, simplifiés, lissés, et on a harmonisé les règles pour que ce soit lisible. Parce que qui entreprend n'a pas le temps d'aller se repérer entre 10 niveaux de seuil différents. Et donc là-dessus, ça a été un vrai changement. La loi Pacte, tous les décrets ont été passés. Je le revérifiais en venant sur ce sujet, Monsieur le Ministre. Et donc, on a bien, sur tous les points, les 3 seuils de 11, 50, 250, qui sont les déclencheurs, justement, de ces obligations. Surtout, le deuxième point qui est pour moi très important, c'est qu'on a donné des délais pour s'adapter au seuil. Et qu'on a dit, là où avant c'était un coup près, l'année où on franchit un seuil, et combien de fois j'ai visité moi-même des entreprises qui me disaient on reste à 49 parce qu'on a autre chose à faire on a compris qu'à 50 c'était un seuil fatidique, il fallait créer à ce moment-là 3 structures, ça allait nous prendre énormément de temps, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs c'était une réalité. Il y avait près de 3 fois plus d'entreprises à 49 salariés qu'à 51. Donc il se passait bien quelque chose à 50. Ce qu'on a fait sur tous ces seuils, c'est de dire, vous avez un délai. On vous laisse 5 ans pour vous adapter. Et donc, on ne va pas venir à la première année, ni même à la deuxième, regardez. Et donc, on vous laisse continuer à accélérer, parce que plus vous allez accélérer, plus vous allez donner la capacité, au fond, à pouvoir répondre, peut-être dans 3 ou 4 ans, au changement que le franchissement de seuil déclenche. Et donc, on vous a donné du temps, de la visibilité pour vous adapter au franchissement de seuil. Et donc là, il n'y a plus de raison d'avoir peur du seuil fatidique en se disant tout va changer du jour au lendemain. Non, au contraire. Et plus on va vite, plus on accélère, plus on pourra y passer. Parce qu'à côté de ça, on a fusionné énormément de structures qui faisaient peur, au-delà de 50. On a simplifié les structures sociales. Donc voilà. Ça, je voulais insister là-dessus parce que c'est pour moi une vraie révolution et c'est quelque chose qui doit être intégré dans vos quotidiens par rapport aux peurs qui existaient, aux craintes, aux barrières qu'il pouvait y avoir. À côté de ça, on a mis en place ce fameux droit à l'erreur. Et au-delà des réformes, il y en a beaucoup d'autres, je ne veux pas être trop long et donc je ne serai pas exhaustif, mais dans les verrous qu'on lève et qu'on va continuer à lever, pour moi, l'un des plus importants, et on doit continuer collectivement de le mettre en œuvre, c'est le fameux droit à l'erreur. Quand on entreprend, il est normal d'abord qu'on ne puisse pas tout faire de manière parfaitement exhaustive, parce qu'on est pris par l'action, on cherche à continuer à innover, à trouver de nouveaux clients, à consolider tel ou tel marché. On a autre chose à faire que s'adapter tout le temps au changement. Et pour autant, on n'est pas tout le temps de mauvaise foi quand on est contrôlé par l'administration, que ce soit les URSSAF, les impôts ou l'administration du travail. Et là où le contrôle était avant un contrôle immédiat, sanction couperet, nous avons passé une loi qui est cette fameuse loi du droit à l'erreur, qui est de dire les premiers contrôles, comme le font d'ailleurs beaucoup mieux que nous les Britanniques. Le premier contrôle, c'est un contrôle où on vous aide, on vous accompagne. Et on dit, là vous vous êtes trompé, mais vous n'avez pas forcément fraudé. Et donc, on vous aide à corriger. Si après, au deuxième contrôle, il y a toujours la même erreur qui est faite, là c'est de la fraude. La loi est passée, les textes sont passés. C'est maintenant un changement culturel qu'il faut faire dans l'administration, qu'il faut faire dans toutes les équipes. Et ça, il faut que les entrepreneurs de France nous aident aussi à le faire, en rappelant à ces devoirs ceux qui viennent de l'administration. Vous pouvez le dire de ma part, quand quelqu'un arrive et pour la première fois vous met la douille, ou vous dit non, là, boum, je vous mets tout de suite les pénalités plein pot,
vous pourrez lui dire, j'ai vu le président de la République, il nous a dit il y a le droit à l'erreur. La loi est passée. Parce que la loi est passée, les décrets ont été pris, il y a encore plein de gens qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas changé leurs habitudes. Et j'en prends ici la garantie, vous m'écrivez si c'est le cas. Je me retournerai tout de suite vers le ministre et son administration qui n'a pas appliqué. Alors, évidemment, si vous avez fraudé de manière éhontée, vous n'allez pas m'aider et vous n'allez pas vous aider. Mais si cette philosophie, si ce qui est dans la loi n'a pas été appliqué, je vous garantis que ce sera corrigé. Ce changement culturel, c'est celui qu'on veut mettre en place. Alors, je voulais vous dire beaucoup d'autres choses sur l'importance de l'Europe, combien ce combat qu'on mène en France se continue en Europe, dans le monde. Je ne veux pas être trop long et je préfère répondre à vos questions et finir là-dessus. On a fait énormément de choses depuis 2 ans et demi. Je crois que ce gouvernement a montré que même sur les réformes les plus dures, celle de la SNCF, celle de la fiscalité, même quand il était attaqué, blackboulé, il était là et il répondait aux engagements que j'avais pris devant vous, Françaises et Français. Mais moi, je ne l'ai pas fait, comme j'entends souvent, pour faire des cadeaux à tel ou tel. Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à telle ou telle entreprise ou tel secteur ou autre. Je l'ai fait parce que je crois dans notre pays. Et je sais une chose. On a un formidable modèle social en France. Tout le monde nous l'envie. On l'améliore, on le réforme, on le transforme, on le rend plus intelligent, on le rend, je crois, très profondément plus juste, en arrêtant de corriger trop d'inégalités pour mieux prévenir les inégalités. J'assume d'investir dans l'éducation, d'investir dans la prévention des inégalités en matière de santé, sur beaucoup de sujets. Mais il n'y a pas de modèle social si à côté il n'y a pas un modèle productif pour le financer. Et donc, si je n'ai pas des entrepreneurs, des entrepreneuses qui créent de la valeur, qui créent des richesses, qui créent des emplois, m'aident à faire baisser le chômage, et parce qu'ils créent des emplois et de la richesse, payent des impôts pour qu'on les réinvestisse dans un modèle social juste, ce modèle, il ne tiendra pas. C'est ça ce qu'on est en train de faire, ni plus ni moins. Ce n'est pas un cadeau que je vous fais. Toutes ces réformes que je viens de rappeler brièvement, c'est des engagements que j'avais pris parce que je veux que vous soyez plus forts, que vous couriez plus vite, pour à la fin créer plus d'emplois et payer plus d'impôts pour des bonnes raisons. Parce que ça m'aidera à faire des bons investissements. Mais parce que derrière ce que vous représentez pour notre pays et ce que Big, je crois, incarne avec vous, c'est une force qui, dans tous les territoires, se diffuse. C'est une capacité et une volonté de créer des emplois, de donner des perspectives à nos jeunes ou moins jeunes, et avec le travail, de donner aussi un sens à la vie, de participer à une aventure. Une entreprise, ça n'est pas simplement des actionnaires, des bénéfices et des rendements. C'est un collectif humain qui porte une aventure formidable et qui peut changer un territoire, qui peut aider à complètement le transformer, qui peut aider à changer une ville, à porter une ambition, à transformer un secteur. Ce sont des rêves. Et donc à un moment où notre pays doute, où il est parfois fracturé par le pire, où on a des jeunes qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, et où, pour moi, le pire des messages que je puisse entendre en tant que président de la République venant d'un jeune de notre pays, c'est « ça, c'est pas pour moi ». J'ai besoin partout en France d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui prennent des risques, qui portent leur entreprise et qui veulent la rendre plus grande, plus forte, qui continuent à embaucher, qui croient dans les territoires qui les ont vus naître, qui prennent leur part de cet esprit français, de cette ambition française, et que nous, on leur donne tous les moyens de le faire. On n'est pas au bout de cette route, ni vous, ni le gouvernement. Mais cette route n'est pas une route de complaisance, c'est une route d'efforts partagés. Il y a énormément à faire pour notre pays. On a encore un chômage trop élevé, on a encore trop de jeunes qui doutent, on a encore trop de régions où le chômage est élevé, où la déprise industrielle est là. Je ne sais qu'une chose, c'est que cette bataille, elle se gagne ensemble, avec des femmes et des hommes qui ont l'énergie de créer, d'embaucher, de croire, de prendre des risques parfois fous, de se dire « il n'y a pas de limite » ou « la limite, elle n'est pas faite pour moi ».
d'innover, d'aller dans les secteurs où on leur a dit « ça, c'est pas pour toi, c'est pour les Américains ou les Anglais ». Tous les secteurs sont ouverts aux entrepreneurs français. Tous les continents sont ouverts aux entrepreneuses, aux entrepreneurs français. Toutes les innovations sont ouvertes aux entrepreneuses et aux entrepreneurs français. Il n'y a que l'envie, l'ambition et la force. Nous, on en a beaucoup, beaucoup et beaucoup encore, je peux vous le dire, pour les 2 ans et demi qui viennent, et encore au-delà. Donc j'espère que vous en avez énormément pour vos entreprises, vos territoires et pour le pays. Merci, Monsieur le Président de la République. Vous avez souhaité répondre aux questions de 3 entrepreneurs qui vont maintenant apparaître comme par miracle de derrière ce rideau. Et donc j'appelle Caroline Semin, que voici. Erwan Kouatanea et Laure Catoire. Nous avons là 3 entrepreneurs de la French Fab, c'est-à-dire des entrepreneurs des territoires dans l'industrie, pas vraiment de la French Tech telle qu'on a pu la concevoir depuis quelques années. Vous allez vous présenter, hein, et qui sont donc l'incarnation de, au fond, la vie quotidienne de BPI France quand elle s'intéresse à l'industrie, dans des entreprises familiales, dans les territoires. Année, je le dis au Président de la République en passant, qui a été extraordinairement riche pour tout le monde, puisqu'en 2019, nous avons été dans 60 villes à la rencontre des entrepreneurs de l'industrie, des territoires, pas seulement les grands groupes. spécialisée dans les matériaux de construction. Notre cœur de métier est l'enduit pour les joints de plaques de plâtre. Nous avons 5 sites industriels en France, 4 à l'étranger, dont une usine en Russie, et comptons 300 collaborateurs dans l'Hexagone et 600 avec les filiales à l'international. Notre objectif, faciliter le travail au quotidien des professionnels du bâtiment en développant des solutions techniques innovantes, leur apportant un confort de pose et surtout un gain de temps sur les chantiers. La force de Semin face à nos confrères, gros groupes industriels, Placoplâtre, Etex, Knauf, et je pense la flexibilité, la réactivité et la proximité de nos équipes avec les clients. Je suis fière d'en être la 6e génération et notre ADN a toujours été l'innovation et le développement à l'international. Aujourd'hui, nous faisons trop facilement un raccourci court, innovation égale start-up. Alors qu'il suffit de regarder des secteurs plus traditionnels, comme le BTP, qui ne cessent d'aller de l'avant et d'innover. Pour preuve, Semin sort près de 10 nouveaux produits par an et nous investissons 3% de notre chiffre d'affaires en R&D. Sur ce point, le crédit impôt recherche, couplé à diverses solutions de financement proposées par la BPI, nous sont essentiels, nécessaires pour notre croissance. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, innovation et développement international chez Semin vont de pair. La réactivité et la performance de nos équipes R&D permettent la création de produits adaptés en fonction des zones géographiques ciblées. Ce fut le cas récemment, par exemple, pour l'Amérique du Sud, où nous avons su innover et
proposer un produit répondant aux contraintes climatiques locales, à savoir l'humidité. Et dans cette continuité, nous sommes sur le point de finaliser une joint venture en Argentine avec un partenaire industriel local. L'international représente 40% de notre chiffre d'affaires, avec une présence dans plus de 50 pays. Et ce fut possible grâce à des outils comme l'assurance prospection ou encore l'accompagnement de Business France, qui nous ont été efficaces dans cette croissance. Mais les ressources humaines et financières engagées sont telles que des mesures d'accompagnement complémentaires nous seraient réellement utiles pour pouvoir continuer la conquête de nouveaux territoires et atteindre notre objectif qui est de dépasser 60% de chiffre d'affaires à l'international contre 40% aujourd'hui. Monsieur le Président, lors de votre dernière intervention à Vivatech, un mot m'a particulièrement marqué. Le scale-up. Nous sommes aujourd'hui une petite ETI qui avons l'ambition de devenir un leader international. Mais nous sommes confrontés à un problème de taille. Nous sommes trop grands pour pouvoir bénéficier du soutien et des aides accordées aux startups et PME et trop petits pour pouvoir activer les leviers puissants dont bénéficient les multinationales. Et lorsque nous regardons nos voisins européens, je pense en particulier à l'Allemagne, au Royaume-Uni ou encore à l'Italie, comment ils favorisent leur écosystème d'ETI, nous constatons que la France accuse un retard certain. Ma question pour vous, Monsieur le Président, quelles sont selon vous les raisons de ce retard et qu'est-ce que vous pouvez concrètement mettre à notre disposition en tant qu'ETI pour qu'on puisse continuer à grandir et à devenir des leaders internationaux, créateurs d'emplois et de valeurs. Merci. Merci beaucoup. Ce que je propose peut-être, Monsieur le Président, c'est que les trois entrepreneurs posent leurs questions de manière à ce qu'on puisse y répondre en bloc. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'interromps Erwan une seconde pour dire que, et il le mérite, Erwan Kouatanea, Château-Gontier, fait partie de ceux qui ont fondé la French Fab. Je veux vraiment lui rendre hommage parce qu'on peut dire que sans l'énergie atomique de ce monsieur, entrepreneur des territoires, qui a un bouton on mais qui n'a pas de bouton off, le coq bleu ne serait pas où il est aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te dire et te remercier infiniment. Merci, Nicolas. Donc, Sodistra, c'est une société qu'on peut qualifier d'industrie à la campagne, d'industrie au milieu de la nature, une société que nous avons rachetée il y a 6 ans avec ma femme, avec cette volonté d'entreprendre, chevillée au corps en se disant, nous avons appris à travailler dans les grands groupes, à un moment donné, prenons nous-mêmes le risque, faisons cette bascule en avant dont parlait Nicolas Dufourcq ce matin, et nous avons racheté cette société, une société de production où nous fabriquons des solutions de traitement d'air, des solutions qui servent à générer de l'air propre, frais et chaud dans l'agroalimentaire et l'industrie, sur les industries exigeantes. Nous fabriquons cela donc en Mayenne, comme je le disais, et nos clients dans l'agroalimentaire sont de plus en plus exigeants. Donc nous avons fait évoluer cette usine. Des évolutions réglementaires nous ont amené à construire une nouvelle usine, c'est-à-dire juste après avoir acheté cette entreprise, on a dû construire une nouvelle usine. C'est là que nos chemins ont croisé BPI France, qui nous a énormément accompagnés sur ce sujet. Et à partir de là, je considère que j'ai été un petit peu un bon élève des outils qu'on m'a mis à disposition, dont le premier est un outil que vous connaissez bien, Monsieur le Président, parce qu'il porte votre nom, c'était le suramortissement, où j'ai utilisé cet outil au maximum afin d'aller beaucoup plus vite que prévu, de rester en on et pas de mettre en off, et de profiter de cela pour aller très très vite, qui nous a permis d'innover dans la manière de faire, dans les conditions de travail, la sécurité des opérateurs, le bien-être au travail, l'innovation sur nos produits, en respectant en plus de cela, et si je puis me permettre, en même temps, la réglementation. On a de ce fait-là utilisé ce premier outil. À partir de là, nous avons croisé le chemin de l'accélérateur BPI, qui a été un réel booster.
Et à partir de ce moment-là, j'ai considéré qu'à partir du moment où l'État français, la BPI nous avait accompagnés, je devais quelque part renvoyer l'ascenseur, raison pour laquelle je me suis impliqué, comme le disait Nicolas Dufour, très très fortement dans la French Fab, ce qui me paraissait un juste retour des choses. Je fais partie de ces entrepreneurs, dont je pense beaucoup sont dans la salle, qui n'attendent pas tout en termes de solutions, qui sont prêts à s'investir, à s'impliquer en échange de ce qui est mis à notre disposition pour le développement de nos salariés, de nos entreprises, de nos patrimoines industriels. Ces investissements donc, et cet accélérateur BPI a été une révolution dans l'entreprise qui a permis de repartir vers l'avant, de développer les choses, d'avoir un passage de notre industrie en mode start-up avec des groupes de travail où j'ai pas la prétention de pouvoir libérer l'entreprise, parce que j'ai besoin de servir à quelque chose dans ma structure. Donc je me débrouille en tout cas pour que les gens donnent leur plein potentiel. C'est-à-dire que les gens, le mot est trivial, mais s'éclatent au boulot et ont envie d'y venir et s'impliquent pour satisfaire les clients en faisant en premier lieu attention à leur qualité, leur sécurité et la tenue des délais. On a croisé à partir de là cette problématique de rentrer des ressources, de rentrer des compétences, avec l'envie de le faire. Et je dirais que mon mode de fonctionnement, c'est que je préfère embaucher des gens qui ont envie d'apprendre plutôt que des gens qui pensent savoir. C'est avec ce type de personnes qu'on va beaucoup plus loin et on est prêt à dépenser beaucoup d'énergie pour leur apprendre à vivre ensemble, apprendre à faire les choses ensemble. Parce que bien souvent, on parle d'attractivité, on sait faire venir les gens, mais il faut aussi qu'on apprenne, nous, dans nos entreprises, à les garder. Le tour de la French Fab a été une opportunité réelle de faire rayonner notre industrie. Je salue d'ailleurs les équipes de Patrice Béguet qui ont réalisé un travail remarquable, qui est arrivé aujourd'hui au ministère de l'économie après une tournée monumentale et magnifique, qui a pu démontrer à tout le monde s'il était encore besoin et nécessaire de le faire et de démontrer qu'elle est géniale notre industrie. Je dirais qu'aujourd'hui, en bon élève de ces outils, je m'interroge, après avoir utilisé le suramortissement, après être actuellement dans la notion de digitalisation, numérisation de mon entreprise, en m'appuyant sur cette collaboration French Tech avec des sociétés comme Keyprod, qui a été une start-up, une émanation de JPB System, qui a créé cette start-up avec des gens de Sofia, avec des gens où on est en accélération phénoménale sur nos systèmes, en s'appuyant sur ce réseau, en me disant, mais aujourd'hui, quels sont les outils que vous allez pouvoir nous mettre à disposition, dont on va s'emparer, s'impliquer, créer à nouveau des emplois, créer de l'innovation et une dynamique pour nos entreprises. C'est un sujet, si je puis me permettre, qui tourne beaucoup en ce moment dans les entreprises. Je pense que les gens ici dans la salle vont être contents de m'entendre en parler, sont tout ce qui est impôts de production. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer notre lanterne, éclairer le chemin, éclairer cet inconnu où on est prêt à basculer, Nicolas, si tant est qu'on nous dit voilà où on va aller, on va y aller ensemble, parce que pour moi, une chose est certaine, c'est que la solution, elle n'est pas uniquement chez les banques, elle n'est pas uniquement chez les politiques, elle est surtout chez nous. Elle est en nous, elle est en tous, elle est en nous tous. Merci à vous. Madame Catois. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Laure Catoire-Boissé, représentant Catoire Semi, une entreprise industrielle située dans un village que la plupart d'entre vous ne connaissent probablement pas, qui s'appelle Martizet et qui est situé donc dans l'Indre. Nous réalisons environ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les métiers de l'industrie métallurgique, comme outillère de forge, outillère fonderie et également usineur de pièces forgées. Pour ce qui me concerne, je suis tombée dans la marmite de l'industrie métallurgique lorsque j'étais petite. En effet, j'ai grandi auprès de mes grands-parents fondateurs et de ma mère, qui ont donc tous dirigé l'entreprise Catoire Semi, créée donc il y a 60 ans. C'est à l'adolescence et à la lumière d'une crise économique qui a menacé l'entreprise de disparition que j'ai réalisé mon attachement pour elle, parce que je crois que pour entreprendre, il faut aussi du cœur. Et donc pour l'équipe qui la faisait vivre. Mes études ont donc tout entières été consacrées à la rejoindre et, si possible, un jour, à apporter ma pierre à l'édifice. Au terme d'un parcours qui m'a amené donc à cumuler les mandats, je sais, c'est pas bien, et dans les fonctions opérationnelles, je me suis vue confier la présidence en 2013.
avec mon époux et avec notre comité de direction, nous œuvrons chaque jour pour moderniser notre PMI grâce au renouvellement de notre outil de production et grâce aussi à la mise en œuvre de nouveaux modes de management. Et si les solutions à nos problématiques n'existent pas, eh bien, qu'à cela ne tienne, nous les inventons. C'est ainsi que nous avons réhabilité une ferme située face à notre usine en vue de répondre à l'épineuse question du recrutement en zone rurale. C'est dans ce contexte que nous avons intégré l'accélérateur PME de la région Centre-Val de Loire, première promotion, puis le comité de pilotage d'attractivité du territoire de l'Indre, et plus récemment, grâce aussi à Madame Pannier-Runacher qui est ici, le GIFAS. C'est moi qui vous remercie. Donc entre la mutation de la filière diesel et l'orientation éco-responsable de l'industrie aéronautique, nous pensons que l'agilité et la technicité de notre entreprise sera un atout majeur pour nos donneurs d'ordre. Alors, avec nos collaborateurs, nous nous tournons vers les nouvelles technologies et sommes déjà à l'ouvrage pour que vive notre industrie en version 4.0. Bien sûr, l'implantation géographique de ma société et ma récente expérience en la matière me désignent pour parler des territoires que vous affectionnez. À ce sujet, je crois sincèrement au rapprochement du monde de l'entreprise avec celui de la sphère publique. Qu'il s'agisse de formation, d'emploi, de mobilité, de nouvelles technologies, les actions les plus pertinentes ne peuvent être menées sans concertation, voire sans collaboration. En effet, comment attirer des talents dans un département où il n'y aurait pas de médecins, pas de réseau de téléphonie mobile performant, et aujourd'hui, qui n'aurait pas la fibre. Face aux grandes métropoles, nos territoires ont des atouts indéniables, tant pour les employés que pour leurs employeurs. Et à commencer par le fameux prix du mètre carré. Ils attirent de plus en plus ceux qui aspirent à une vie saine et sereine. Et au même instant, ils innovent, puisque c'est dans ma communauté de communes, Cœur de Brenne, qu'aura lieu la première expérience hors zone urbaine de véhicules autonomes. C'est la raison pour laquelle je suis convaincue que les pouvoirs publics et au premier chef l'État sont les premiers facilitateurs de l'entrepreneuriat. Ma question, comment pouvez-vous nous aider dans cette voie? Et peut-être, vous-même comme moi, regrettez-vous un peu que les départements aient perdu leurs compétences économiques? Merci beaucoup. Je vais en fait répondre dans le sens inverse parce que votre question apporte pour partie une réponse, je dirais, dans celle que j'apporterai à la deuxième. Je vais commencer par les territoires. Ce que vous avez dit, et je commençais par là en disant, si j'ai bien compris, vous venez de la France entière et je crois qu'il y a eu 52 000 au total entrepreneurs et entrepreneuses qui se sont mobilisés durant le BIG cette année. Et donc, c'est bien la France entière qui est concernée. Et en effet, il y a des vraies inégalités, mais à chaque fois, il y a des problématiques différentes. Il y a des territoires où il est de manière évidente plus simple de recruter des compétences. Quand on est dans une métropole, on acquiert de la compétence, etc. Mais c'est très dur de garder de la compétence stable en raison du prix du logement ou des problèmes de mobilité et de transport. Il y a d'autres territoires qui sont plus en déprise, où c'est très difficile d'acquérir des compétences ou d'embaucher, soit parce qu'il faut aller chercher des formations très loin, soit parce qu'en effet, il faut loger à proximité et assurer un emploi souvent au conjoint ou à la conjointe de celle ou celui qu'on embauche chez soi. C'est pour ça qu'en avril dernier, quand j'ai décidé qu'on ouvrait ce nouvel acte, on a lancé cette mobilisation nationale pour l'emploi et les transitions.
qui est porté par le gouvernement avec les régions et l'ensemble des partenaires, territoire par territoire. Moi, je trouve que ça ne va pas assez vite. Je vous le dis parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne sont pas forcément mobilisés ou qui ne travaillent pas dessus. J'ai vu que vous étiez au fond engagés sur un tel sujet. Mais c'est l'idée de dire, vous avez posé des questions très pratico-pratiques de comment on arrive à recréer de l'emploi industriel dans un territoire. La réponse n'est pas uniforme. La réponse, ce n'est pas une loi ou un dispositif national. C'est un ensemble de mécanismes très concrets qui vont se faire région par région, parfois même, je dirais, territoire par territoire, pays par pays au sein de cette région. C'est à ça que la mobilisation nationale doit répondre, où on veut bâtir avec les entrepreneurs, les partenaires sociaux, les collectivités locales, ces bonnes solutions. Certains territoires, tiens, je pense un exemple parce que votre secteur m'y faisait penser, si vous allez dans toute la région dite Auvergne-Rhône-Alpes, selon les vallées où on se situe, il y a des vallées qui sont quasiment au plein emploi, parce qu'il y a des activités de décolletage ou autres. La vallée d'à côté s'effondre. Vous n'arrivez pas à faire bouger les gens. Et je ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils sont deux à travailler. Un ouvrier a perdu dans telle vallée, dans l'activité d'aluminium par exemple, son emploi. Faire plus de 70 km chaque jour en montagne, c'est très dur. Son épouse a encore un emploi dans cette même vallée. Il a acheté une maison et s'est endetté dans cette même vallée. Il ne peut pas bouger et aller faire de l'activité de décolletage dans la vallée d'à côté. On se retrouve confronté à ce vrai problème qui fait que d'ailleurs ça nourrit après tous les discours un peu populistes ou simplistes qui consistent à dire le type ne veut pas travailler et l'entreprise qui dit moi je suis prêt à embaucher et je ne peux pas. Et donc on voit bien qu'on doit réussir à accompagner les gens de manière beaucoup plus simple, soit sur la mobilité, soit sur le logement. Et ça, c'est le construire avec les territoires. Nous, on est prêts à mobiliser nos dispositifs pour le faire, mais il faut pour ça qu'on soit avec, et quand je dis nous, c'est le gouvernement, ses partenaires, que sont la BPI, la Caisse des dépôts avec la Banque des territoires et ses actions concrètes, que sont l'ensemble des acteurs publics. Il faut le faire avec les collectivités locales, mais il faut qu'il y ait ce dialogue, au fond, économique et productif partout sur le territoire. Et aujourd'hui, ce dialogue n'est pas assez concret sur nos territoires pour apporter ces réponses très précises. C'est de la mobilité, c'est du logement, c'est du travail au conjoint. Parce que si Pôle emploi trouve un boulot pour l'un qui est prêt à bouger, il faut que le conjoint ou la conjointe, on arrive à lui trouver un emploi dans le même bassin aussi pour qu'il suive. C'est du très concret. Au fond, on a largement les financements pour le faire. C'est vraiment une question d'ingénierie collective au plus près du terrain. Ça, c'est le premier point parce que vous l'aviez évoqué. Ensuite, moi je dis souvent, il n'y a aucun territoire perdu dans la République. Il y a des territoires avec des projets et des territoires sans projet. Vous en êtes un exemple vivant d'ailleurs tous les trois. Hein, tous les trois. Mais je peux vous en citer des dizaines et des dizaines, qu'est-ce que je dis, des centaines et des centaines. Dans tous les territoires, on a des entrepreneurs qui ont bravé tous les interdits, je pense à l'un, j'étais là dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc je vais changer de région. Vous allez en Occitanie, aux confins du Lot et de la Corrèze, on fait Andros, parce qu'il y a quelqu'un d'incroyable qui est Gervoson, qui a dit moi je suis prêt, je ferai mes compotes là, mes transformations là. Il a exactement tous les problèmes que vous évoquez, mais il s'est battu lui comme un beau diable pour obtenir des routes, pour obtenir des formations, l'apprentissage et autres, mais on ne l'a pas suffisamment aidé historiquement. Et donc, ces territoires avec projet, comment on les aide? Avec ce dialogue et cette mobilisation que j'évoquais, ces instruments qu'on est en train de créer, et on va les décliner territoire par territoire, et puis avec les appels à projets qu'on a lancés et nos fameux territoires d'industrie. On a 144 territoires d'industrie qui ont été lancés sous le contrôle des ministres. On a mis 250 millions d'euros, et ça, ce sont des projets qui remontent du terrain où ce dialogue est fait. Où on a des entrepreneurs qui se mettent avec des collectivités locales, avec des financeurs et qui disent « Nous, si vous nous mettez 10, 15, même parfois 3-4 millions d'euros, on peut déclencher, lancer ce projet et on y va. Et on peut créer des centaines, voire des milliers d'emplois. » Et donc cette logique, en bon français, bottom-up, marche formidablement. On a encore plein de projets, on va continuer cette moisson, mais elle permet de répondre à cela. Et puis, le dernier point, ma réponse n'est sans doute pas exhaustive, mais c'est les 3 points sur lesquels je voulais insister, c'est la logique de filière. Vous avez dit vous-même que vous aviez rejoint, grâce à la ministre, le GIFAS.
Pour moi, c'est une matrice. C'est mon territoire et comment je m'inscris avec mes partenaires, mon écosystème local et comment j'arrive à ce que les gens soient bien, se logent, se déplacent dans de bonnes conditions et que je sois inscrit. Et comment je m'inscris dans, au fond, une filière. Donneur d'ordre et sous-traitant, logique de compétences et de formation. Et dans notre pays, nous avons des filières, JIFA c'est sans doute l'une des plus belles dans l'aéronautique, très structurée, où les grands donneurs d'ordre ont toujours tiré vraiment leurs prestataires, leurs fournisseurs, en les aidant à la formation, au financement. On a historiquement été moins bon, par exemple, dans l'automobile, pour prendre un autre exemple. Et là, je le dis parce qu'on va tous souffrir dans l'automobile. On a vu les premières annonces. Il y a un ralentissement du marché européen. Moi, je vais mettre une pression maximale sur tous les grands groupes pour aider les entrepreneurs de rang 2 et parfois 3 et nos structures qui sont partout sur le territoire, parce que ça ne peut pas être elles qui disparaissent et qui payent tous les pots cassés. Donc on a la plateforme automobile qui a déjà fait un gros boulot, mais là aussi on va devoir renforcer. Et donc, secteur par secteur, c'est comment on a au fond des branches, des filières qui sont mieux intégrées, où les plus gros aident les plus petits, parce que c'est leur intérêt d'avoir un écosystème fort, où les donneurs d'ordre aident les sous-traitants et arrêtent de les massacrer sur les délais de paiement, point faible français, sur les sous-paiements de l'innovation. Et donc, si on veut développer partout sur le territoire de l'industrie en reconstruire, on a besoin d'avoir des entrepreneurs qui sont aidés aussi par les plus grands groupes. On a fait là aussi plein de choses en factoring et autres, mais je regarde avec d'autres pays. Les États-Unis, par exemple, les grands groupes ne se comportent pas comme les nôtres avec les entreprises de taille moyenne, intermédiaire ou les petits sur les délais de paiement et les conditions, c'est une réalité. Donc, quand j'étais ministre, on avait mis dans la loi, on avait durci les choses, les ministres l'appliquent, on fait maintenant le name and shame sur ce sujet, mais on a des dispositifs pour renforcer la solidarité des filières. Donc voilà, la mobilisation nationale qui est en cours, qui va aboutir à des solutions, mais qu'on va ensuite décliner territoire par territoire pour que les gens travaillent ensemble et construisent des solutions, la structuration des filières et territoires d'industrie pour régénérer partout nos territoires lorsqu'il y a des projets, pour nous mettre l'argent qui permet de faire la différence avec non seulement le financement du gouvernement, BPI, Caisse des dépôts et consignations, et on a besoin de réengager toutes nos collectivités. Je ne vais pas revenir sur les départements. Il ne tient qu'aux régions, quand elles sont grandes, de déléguer aux départements cette compétence. Je pense qu'on nous fait perdre collectivement un temps fou en nous demandant à quel niveau faut que ça marche. Moi, je m'en fiche totalement qui fait les choses. Je veux juste que ça marche et que ça soit simple. Quand il y a des régions qui sont trop grandes, si on considère que c'est trop loin, il ne faut pas que ceux qui demandent à l'État de décentraliser soient eux-mêmes des recentralisateurs à leur niveau, qui soient pratiques, qui délèguent l'argent aux collectivités de communes, aux départements, qui fassent les choses pour que ça marche. Deuxième question, au fond, impôt de production, c'est-à-dire comment vous nous allégez ce qu'il y a au-dessus de la marge et qui nous permet d'aller plus vite, de nous financer mieux, etc. Alors d'abord, on a fait une série de choses pour permettre cela. Quand on transforme le CICE en baisse de charge, je le disais, on prend quelque chose qui est après le résultat dans la fiscalité et on le remonte, puisqu'on allège le coût du travail en l'intégrant dans celui-ci. Deuxième chose, le suramortissement, merci d'avoir rendu hommage à celui-ci, on l'a continué sur des dispositifs précis, sur la robotique et les investissements productifs, et là aussi on l'a fait. Troisième chose, on a enclenché une baisse de l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas l'impôt de production, c'est en effet plus bas, mais on va le continuer, et on sera à la fin du quinquennat, quelle que soit la strate d'entreprise, à 25% sur l'IS. Et ça, j'ai pris l'engagement, on y sera, quel que soit le contexte macroéconomique, et on n'ajustera pas sur ce point. Mais sur les impôts de production, on a commencé aussi à les baisser dans la loi Pacte, avec la suppression de la taxe à 20% sur l'intéressement. C'était une taxe qui très clairement, là aussi, se posait quand vous décidiez du partage de la valeur ajoutée, était au-dessus du résultat et qu'on a supprimé. Alors la question, c'est ensuite, est-ce qu'on peut supprimer les gros impôts de production, on le sait, qui sont les impôts sur le chiffre d'affaires, au fond. Ça, c'est le vrai sujet qui est un différentiel français. Dans ce quinquennat, très sincèrement, je vous mentirais si je vous disais on peut faire un énorme bouger et supprimer X milliards de CVAE ou autre. Parce que la question qui viendrait à la seconde d'après, c'est comment vous le financez.
Si je m'engage à une baisse d'impôts que je ne sais pas financer ou que je la finance par de l'augmentation du déficit public, il me semble que vous êtes des entrepreneurs, vous savez faire des maths. Toutes les baisses d'impôts auxquelles je me suis engagé, on les a financées par des économies parce qu'en même temps, on baisse le déficit. Et on continuera de baisser le déficit. Et on va réussir durant ce quinquennat une baisse d'impôts et de déficit inédite. Quand je dis inédite, elle n'a juste jamais existé à ce niveau. Jamais. On verra les résultats à la fin de la foire, comme disent les paysans. Ils ne disent pas exactement les résultats, ils ont une formule plus triviale. Mais je veux rester correct. Mais on le fera. Mais on le fera parce qu'à chaque fois, on a été sérieux. Ce à quoi je veux pouvoir m'engager dans une dynamique à venir, c'est de dire ce qu'on a su faire, ce à quoi je m'étais engagé sur la fiscalité du capital, les baisses justement sur l'intéressement, les baisses pour le travailleur, pour rendre le travail plus productif, ce qui est bon pour vous, et les baisses sur l'IS. Pour moi, la prochaine étape, c'est la baisse sur les impôts de production. Ça, je m'y engage, c'est la prochaine étape, mais elle ira avec une prochaine étape d'économie. Je ne serais pas sérieux si je vous disais aujourd'hui quartier libre, repas gratuit, parce que le repas gratuit, c'est votre argent. Et qu'aujourd'hui, on fait des économies, on va continuer à en faire. Moi, j'entends tous ceux qui nous disent on n'en fait pas assez. C'est les mêmes qui sont les premiers à nous dénoncer quand on fait des économies sur le logement, la formation professionnelle, chômage ou telle politique. Hein. J'ai jamais eu un soutien, je ne parle pas de vous, je parle dans la sphère politique, de celles et ceux qui nous disent vous ne faites pas assez d'économies aujourd'hui quand on en faisait dans les travaux pratiques. Donc on va continuer à le faire, mais au bon rythme, c'est-à-dire un rythme qui ne fragilise pas les plus faibles et la solidarité territoriale et nationale. Donc c'est la prochaine étape, vous avez mon engagement parce que je partage le constat. Et comme je veux qu'on ne perde pas de temps, c'est pour ça qu'on a lancé, c'est le deuxième grand exercice sur lequel je voulais insister devant vous ce soir et vous mobiliser, c'est le fameux pacte productif. Parce que vous en êtes les acteurs. Et la French Fab en est un acteur essentiel. J'ai demandé aux ministres, et ils sont en train d'y travailler activement avec vous et l'ensemble de l'écosystème, de me faire des propositions pour dire comment on arrive, tous secteurs confondus, à tenir nos grands objectifs qui sont l'écologie et le numérique, qui sont les deux grandes transitions de notre pays. Ce n'est pas vrai de dire qu'on va recréer de l'emploi et qu'on va reproduire en France, vous le savez mieux que personne, en recréant de l'emploi des années 60 ou 70. On doit réussir à créer de l'emploi qui soit plus économe en émissions, qui permettent d'apporter des solutions sur le plan écologique, environnemental, et qui correspondent aussi à une ère de digitalisation qui permet d'ailleurs de produire avec moins de pénibilité, plus rapidement, au plus près du terrain, avec des solutions plus innovantes. Le pacte productif, c'est comment on arrive à avoir une stratégie nationale qui réconcilie tous les agendas, qui arrête d'opposer l'agenda écologique et agricole, qui arrête d'opposer l'agenda écologique et industriel, mais qui dit ce que je crois profondément vrai, c'est le même agenda. Parce que relever ces défis pour tout notre pays, c'est réussir à produire, à créer de la valeur et de la croissance avec les solutions de demain. Et c'est comment aider nos entrepreneurs à être des apporteurs de solutions pour nous tous collectivement sur ces sujets et dans ces domaines. On ira d'autant plus vite sur la rénovation thermique qu'on aura des entrepreneurs qui apporteront des solutions à bas coût pour réduire notre consommation dans les bâtiments, qu'ils soient industriels ou que ce soit nos habitations. On ira d'autant plus vite sur la transition environnementale si on arrive à aller plus vite sur nos transformations dans l'industrie automobile. On ne va pas arrêter de se déplacer, de se loger, d'habiter. On va le faire autrement. Et donc, on peut avoir vraiment une logique gagnant-gagnant, c'est celle du pacte productif. Et c'est dans cet agenda-là qu'on mettra aussi les baisses d'impôts de production. Parce que moi, je pense qu'on peut aussi leur substituer des taxations plus intelligentes, plus justes, sur le plan y compris international, et meilleures pour notre économie. Et puis enfin, il y avait votre question, la première, qui était de savoir comment on pouvait vous aider à aller plus vite, plus fort, à accroître. Alors vous l'avez parfaitement dit en reprenant cet anglicisme scale-up, qui est pour nous le défi, c'est de continuer à créer des entreprises. Il y en a énormément sur le terrain. On a beaucoup d'auto-entrepreneurs, de start-up, de nouveaux entrepreneurs. Mais le défi le plus vital encore, c'est que ceux-ci réussissent, c'est-à-dire croient de plus en plus et embauchent. Et donc on a besoin de manière vitale de nos PME, de nos ETI, pour qu'ils deviennent les futurs grands groupes.
Moi, je n'ai jamais opposé toutes ces catégories. J'ai souvent dit, la France a une chance immense qui est son CAC 40. Si on regarde notre produit intérieur brut, nous n'aurions pas le CAC 40, on aurait le PIB de l'Espagne. Donc c'est une vraie force. Mais le CAC 40, si je puis dire, est en moyenne âgé. Ça montre qu'il est résistant, mais il n'est pas fait, sauf quelques exceptions, ce n'est pas les entrepreneurs des 20 dernières années. Et ça, c'est une vraie différence par rapport, je ne parle pas des gens qui dirigent, je voulais rassurer Frédéric, je parle de la moyenne d'âge des entreprises elles-mêmes. Ce qui est une réalité, c'est un peu plus de 100 ans, la moyenne d'âge des entreprises du CAC. Si on va aux États-Unis, c'est 4 fois moins. Et donc, on a besoin que nos PME deviennent des ETI, que les ETI deviennent des grands groupes. Et donc, la clé, c'est accélération, croissance, quel que soit le secteur, quel que soit le niveau de taille. Alors, comment on répond à ça? C'est déjà les éléments que je viens de dire, tout ça est un écosystème. C'est nous en mettant les bons éléments, accélérateur BPI, tout ce qu'on fait sur l'innovation. C'est en simplifiant les choses, que je disais tout à l'heure dans mon propos introductif. Et puis on va, par rapport à tout ça, il y avait quelques points que je voulais ajouter. Je pense qu'il faut donner de la visibilité. C'est ce qu'on veut faire sur le crédit impôt recherche jusqu'à la fin du quinquennat, ne pas le bouger, dire on vous donne de la visibilité pour que vous puissiez continuer à investir, aller de plus en plus vite, plus fort. C'est de vous apporter, ce sera dans le pacte productif, des solutions de financement et peut-être aussi fiscales pour investir sur l'innovation plus vite et plus fort et dans les secteurs de vraie rupture, parce que c'est là où vous avez besoin d'accélérer pour croître, vous l'avez très bien dit. Et c'est vous faciliter la vie à l'export, vous l'avez aussi parfaitement dit, et c'est le point sur lequel vous avez insisté. Sur ce point, je voulais vous annoncer quelque chose qu'on va faire et qu'on va lancer à partir du mois prochain. On a construit tous ensemble une vraie innovation, une vraie simplification qui a été cette Team France Export, où on a mis ensemble Business France avec les régions, les chambres de commerce et d'industrie. On a dit tous les partenaires qui accompagnent à l'export se mettent autour de la table. C'est une même offre pour aider. L'accélérateur d'ailleurs BPI ayant beaucoup travaillé avec cette équipe pour permettre de pousser. On va maintenant dans tous nos dispositifs d'accompagnement à l'export, en particulier dans tous les voyages qui sont faits. Président, gouvernement, grands représentants, prendre à chaque fois une trentaine de représentants du groupe PME en forte croissance ETI, pour qu'elles puissent être poussées en avant, comme on le fait depuis des décennies avec les grands groupes, qu'on va continuer à accompagner sur les sujets les plus clés, mais la vérité, c'est que les grands groupes, ils n'ont presque plus besoin de nous. Mais sur le segment PME en forte croissance ETI, on va maintenant totalement focaliser notre effort diplomatique et emmener ce secteur sur à la fois les grandes foires avec nous, sur la reconnaissance officielle, sur l'acquisition de nouveaux marchés, pour accrocher ça au dispositif et à la simplification qu'on a pu faire. Et ça, on le commencera dès la foire de Shanghai, début novembre, qui sera un rendez-vous très important. C'est moi qui irai. Et donc, j'aurai 30 chefs d'entreprise avec moi, 30 entrepreneuses et entrepreneurs, pour les amener sur le marché chinois. On a commencé à le faire, par exemple, dans le secteur agroalimentaire, la filière viande, pour être très concret, qui en a besoin. Et je prends tous les candidats qui ont des prospects chinois. Voilà, j'en vois une là. Donc là, il faut que quelqu'un aille ramasser les copies. On va, pour être très concret, qui est-ce qui donne son mail ? Jean Gabory, c'est jean.gabory, G-A-B-O-R-I-T, @elysée.fr. E-L-Y-S-E-E.fr. Ça marche que comme ça d'expérience, sinon, pour les premières étapes, on va le faire comme ça, après on va industrialiser le processus. Mais je fais comme vous. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vais devoir filer, mais pour les solutions, c'est ça, c'est à chaque fois très concret. Il y a plein de choses qu'on va continuer à faire ensemble et qu'on doit faire ensemble pour s'améliorer. Que ce soit pour aider à produire, aider à embaucher, aider à s'inscrire sur les territoires, aller plus vite, aller à l'international. Mais avant de filer, il y a une dernière chose que je voulais partager avec vous. Une dernière chose. N'ayez jamais peur et ne renoncez jamais. S'il vous plaît.
Il y aurait tous les jours des raisons de douter. Je sais que vous-même, il y a des tas de soirs où vous devez aller vous coucher en disant « c'est terrible ». Il y a plein de raisons d'arrêter. Il y en a tellement qui réussissent en faisant beaucoup moins d'efforts ou autres, etc. Alors en plus, il y en a qui disent jamais « c'est super ». Je peux vous dire, au gouvernement, dans l'administration, tous ceux qui veulent faire bouger les choses, ils peuvent avoir parfois le même état d'esprit. Parfois, moi-même, ça peut m'arriver. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, il n'y a pas un matin où je ne me lève pas en me disant « pas le droit d'hésiter ». Pas le droit de continuer à prendre des risques et avancer. Parce que notre pays le mérite. Parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue pour la France, pour l'Europe, pour les entrepreneurs que vous êtes, pour beaucoup de nos territoires. On peut transformer les choses. On est en train de les redresser. Moi, ça ne m'intéresse pas de réparer, redresser. Je veux qu'on casse toutes les limites. On peut le faire. Nous sommes un pays d'inventeurs, d'entrepreneurs, de conquêtes. Ne renoncez jamais, n'ayez pas peur, prenez tous les risques, on sera là pour vous accompagner. Merci à vous. Un mot pour vous remercier infiniment, partager la joie d'avoir été inspiré, j'espère. Vous dire que vous allez avoir un best-of de toute la journée qui est en train de qui va commencer à défiler. Et vous dire que par ailleurs, une journée se terminant toujours, j'imagine plutôt bien, vous avez un cocktail qui vous attend à côté. Merci infiniment pour votre fidélité et à l'année prochaine. Bonjour à tous, bienvenue au 5e Big. C'est merveilleux de vous avoir tous ici avec nous. Vous vivez ou vous existez dans un environnement fantastique parce que vous avez aussi BPI France.